C'est toujours un réel plaisir, aimables téléspectateurs, d'être parmi vous dans le cadre de ce magazine. Ça fait débat, oui, ça fait débat. Les questions d'actualité restent notamment le processus électoral, la publication des résultats continue. Si au moins, du côté des législatives, les résultats provisoires sont déjà disponibles, mais l'attente reste du côté des législatives provinciales où les résultats ne sont toujours pas encore connus alors que le président prête serment, mais également au niveau des législatives nationales, il faudrait le dire, la guerre, c'est la guerre au niveau de l'Union sacrée. Oui, les allégations de fraude électorale, les alliés contre l'UDPS. On va ici, sur ce plateau, décortiquer cette thématique avec des invités, des experts, des analystes sportifs et plutôt politiques, allais-je dire. Nous avons entre autres Monsieur Dieudonné Mouchagaloucha qui est président du panel des experts de la société civile. Nous avons également Monsieur Christian Choukourou qui est analyste politique proche de l'Union sacrée de Vital Kamerhe, mais également M. Ghislain Moigny, porte-parole du parti AC Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Bonjour, merci pour Merci beaucoup de nous avoir invités pour cette grande émission. Ça fait débat de Télé 50. Voilà, donc on va déjà, comme ça, d'entrée de jeu, parler quand même de ce processus électoral. Oui, on va évoquer la question du processus électoral pour évoquer les législatives nationales qui, actuellement, il faut le dire, divisent l'Union sacrée. En lieu et place de l'unir, ces allégations de fraude continuent maintenant à diviser l'Union sacrée. Comment comprendre justement la publication de ces résultats où même les membres de l'Union sacrée actuellement contestent les résultats provisoires de la CENI? Monsieur Choukour. Pour une fois, sur votre plateau de télévision, madame, je vais parler le même langage avec mon frère parce qu'il faut avouer qu'il y a une déception. Après la publication de résultats à l'élection présidentielle, ce qui se passe actuellement avec les législatives, en tout cas pour chaque patriote, chaque citoyen qui aime ses pays, en tout cas on doit désapprouver ce qui semble être un marchandage de sièges. Et malheureusement, en tout cas, moi, vous savez, je ne mâche pas mes mots, je suis de l'Union sacrée, mais ce qui s'est fait, ce n'est pas normal. À titre exemplatif, madame, comment et par quelle magie tous les proches de membres du bureau de la CENI, tous curieusement remportent des sièges? C'est quand même pas normal. Et je pense que la Cour constitutionnelle, qui a donc le pouvoir en dernier ressort, va essayer d'avoir un œil regardant sur cet aspect. Je n'ai cité qu'un petit exemple, en tout cas. Je désapprouve une sorte de marchandage qui s'est fait autour des sièges. C'est pas normal. Mais qu'est-ce que vous reprochez à la CENI exactement? La CENI n'a pas publié les vrais résultats? En tout cas, est-ce que ces candidats n'ont pas de vous? Législatives, il y a à boire et à manger. Il faut vraiment qu'on apprenne à aimer ces pays. Si le peuple a choisi tel candidat député national dans telle circonscription électorale, il faut respecter le choix du peuple souverain. Ce qui s'est fait, c'est vraiment anormal. Nous désapprouvons totalement. Monsieur Ghislain, les résultats, apparemment, tout le monde semble avoir réussi parce que quand on entend, c'est presque tout le monde qui réclame que les résultats des législatives nationales ne sont pas conformes à la réalité finalement. Est-ce que c'est ceux qui n'ont pas réussi qui ont raison? Parce qu'apparemment, les PV qu'ils montrent tous, apparemment, ont réussi. Alors, comment arriver à départager cette situation? Oui, écoutez, madame, je crois que notre débat ce soir, c'est une question qui fait débat, la question électorale. Ne sera pas un simple débat, mais sera plutôt une intellection sur l'ensemble du processus démocratique de notre pays, sur l'actuel CENI, et ensuite sur ce qu'a été le processus électoral de 2023. Je suis aujourd'hui porte-parole d'une formation politique dont l'initiateur paye les lourds tribus, d'avoir été les premiers à annoncer, à alerter, à avertir la nation tout entière
de ce que peaufinait un certain groupe de gens mal intentionnés. Les gens l'ont pris comme si ce serait une posture rancunière ou par le simple fait de la rupture qu'il avait déclarée avec les régimes du président Tshisekedi. Mais l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound, aujourd'hui condamné pour ces dénonciations, devrait d'abord obtenir de la reconnaissance pour un débat qui est comme le nôtre. Parce qu'aujourd'hui, il est donc de l'Union sacrée, il est dit clairement, il y a la société civile et nous qui sommes de l'opposition, nous parlons le même langage. Il n'y a pas que nous ici sur ces plateaux, mais tout le Congolais épris de vérité savent que le processus électoral tel qu'engagé, exécuté et tel qu'aujourd'hui donc les résultats sont annoncés ne ressemble pas effectivement à ce que devrait être une élection présidentielle ou carrément des élections législatives. Nous sommes donc face aux résultats, mais les résultats d'une parodie d'élection. Il faudrait l'admettre au départ. Ce n'était pas des dénonciations que Jean-Marc Kabounda avait faites à l'époque contre un camp ou en faveur du camp de l'opposition. Mais c'était au profit de toute la nation congolaise. C'était au profit de tous les opérateurs politiques. Et vous verrez aujourd'hui que ceux qui se plaignent, ceux qui s'insurgent, ceux qui manifestent partout, c'est plutôt ceux qui sont dans la dynamique du pouvoir, donc de l'Union sacrée. Il y en a qui dénoncent des nominations aux législatives parce que c'est dit, il y a des archives. Il y en a qui ont été arrêtés avec des machines, des dispositifs de vote électronique. Il y a même aujourd'hui des documentations officielles qui ont sanctionné par invalidation ces aventuriers politiques qui ont décidé à un moment de s'accaparer des dispositifs électoraux, d'inciter à la violence pendant les élections et de saboter tout le processus. L'ensemble du processus est couvert des irrégularités, des anomalies, des difformités qu'il nous faut aujourd'hui accepter qu'il y a eu quelqu'un qui les avait dénoncés avant, qui nous avait avertis, mais que nous avons mal compris, un peu comme Galilée à l'époque. Et aujourd'hui, Jean-Marc Kabound paye le prix. Je crois qu'il est temps, qu'ensemble dans notre intellection aujourd'hui, que nous puissions accepter que notre société a perdu de repères. Et lorsque les repères sont perdus, qu'est-ce qu'on fait? On rentre à la case départ. Il faudrait donc rappeler toute la classe politique et surtout les décideurs à songer à trouver des voies de salut parce qu'il y aura plus de conflits que maintenant. D'ailleurs, avec les législatives provinciales, avec les municipales, nous risquons en tout cas de décrier à des résultats en faveur d'un certain groupe monolithique. Parce que déjà, prenons pour le cas de l'Assemblée nationale, sur 500 députés nationaux, ou carrément le 400 et quelques publiés, l'opposition n'a même pas encore plus d'une trentaine de députés. Alors, quel est cet équilibre politique qu'on peut aujourd'hui observer? Donc, il y a des réalités. S'il ne faut pas engager un débat au niveau de la présidentielle, parce que quelques cartes ou quelques suffrages sont lisibles, mais au niveau des législatives, tout démontre clairement que c'était une parodie d'élection. Aujourd'hui, parodie d'élection, M. Mouchagalusha, vous êtes parmi les personnes qui ont commencé à dénoncer ce processus, l'évolution de ce processus électoral. Aujourd'hui, comment arriver techniquement à justifier ces résultats? Parce qu'on évoque des quotas, on évoque le seuil, maintenant c'est la question du seuil. Vous avez eu 70 000 voix, mais le seuil n'a pas été ceci. Ça se passe comment finalement? Oui, madame, je suis très content finalement que lorsque les Congolais veulent faire du bien, ils peuvent converger ensemble. Le fait que l'opposition, la société civile et même l'Union sacrée, on arrive à dénoncer tout ce qu'il y a comme fraude, comme tricherie, comme irrégularité, comme violation des instruments juridiques, comme pantalonnade dans ces processus, prouve à suffisance effectivement qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qu'il faut corriger. Et ce qui ne marche pas, nous l'avions dit au départ, la question électorale, c'est de l'art. C'est-à-dire il y a des étapes, il y a des choses qu'on ne peut pas enjamber. Et malheureusement, lorsque nous étions en train d'avertir, d'alerter sur ce qu'il y a comme tripatouillage dans les processus électoraux, personne n'a voulu nous écouter. Et j'ai déjà eu à le dire plusieurs fois que ceux qui nous dirigent, s'ils ne veulent pas écouter la société civile, ils vont se retrouver face au mur. Parce que nous disons des choses en toute indépendance d'esprit. Nous vivons ce que nous sommes en train de vivre, c'était prévisible. Et je crois que ça va encore s'aggraver. Si déjà au niveau des législatives nationales, il y a déjà ce qu'on observe, au niveau des législatives provinciales, ça sera encore grave parce que ça sera un problème à la base. Ça sera un problème de communauté. Et si on va encore au municipal, ça va encore être pire plus que ça parce
je m'excuse de vous jeter des fleurs, arrête, vous avez toujours animé des émissions quand j'avais eu l'occasion de vous suivre pour la première fois. Il est difficile que quelqu'un qui est en train de vous suivre puisse zapper. Et donc, si je suis votre fanatique, je n'accepterai pas qu'on puisse vous voler la vedette que vous méritez. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Je crois que mon frère Choukour vient de donner un exemple clair et net. Quand on considère effectivement, en toute objectivité, que les membres de la CENI se sont attribués des sièges en termes de quotas pour dire, bon, vous êtes, ça vient au hasard, je ne vais pas parler du vice-président de la CENI, Didi Manara, mais bon, on peut trouver que quand on trouve, il mérite bien, on trouve qu'on lui accuse d'avoir attribué des sièges à autant de personnes, et quand vous prenez des lunettes, vous trouvez effectivement qu'il y a des éléments qui peuvent converger. On parle du questeur de la CENI, on parle des membres de la plénière. Et quand vous prenez des lunettes en toute objectivité, peut-être qu'ils le méritent bien. Moi, j'ai toujours été pour la méritocratie, pour la légalité. Peut-être que ces personnes ont été bel et bien élues. Mais le fait de les associer, le fait de constater qu'ils ont des rapprochements, ils ont des liens directs avec les membres de la CENI, ça heurte, ça pose un problème. Mais la loi ne l'interdit pas, il faudrait aussi... La loi ne l'interdit pas, mais la question électorale, j'ai toujours dit, il y a l'éthique et l'intégrité du processus. Ce sont des éléments qu'il ne faut pas dissocier et qui ne font pas enlever en dehors de la légalité, en dehors des instruments juridiques. Il y a ces deux éléments, l'éthique et l'intégrité du processus. Ce n'est pas d'ailleurs pour rien qu'on a la commission d'intégrité des médiations électorales. Donc, il y a l'intégrité du processus. Dès que l'intégrité est affectée, ça fait ébranler tout le reste qui va suivre. Ça, c'est un exemple. Quand vous prenez un élément aussi sur le plan des points des partis politiques, il y a quand même des partis politiques qui ont un ancrage territorial connu et qui ont déjà eu autant de députés. Et il est difficile de comprendre... Je prends des exemples. On prend le cas de la FDC par exemple, qui a été cité notamment avec les audios. On prendra ce cas-là où il y a eu par exemple des audios où on nous disait que l'on devait faire ceci. Et curieusement, lorsque le quota arrive par exemple, on voit qu'il se retrouve soit en 3e position en termes de nombre de députés. Et on se dit finalement, effectivement, quelle sera l'issue de ces législatives, parce qu'apparemment c'est tout le monde qui va dans les contentieux. Et on se dit par exemple, si on regarde les plateformes et les plateformes politiques ou encore les regroupements politiques, on se retrouve qu'il y a les mêmes membres de l'UDPS par exemple qui ont postulé au sein de l'UDPS mais qui ont des regroupements politiques. Effectivement, madame, je ne comprends pas. Vous avez lu juste dans mon esprit. Je voulais parler du parti, par exemple, de l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, qui est un parti qui a un ancrage national. Mais quand vous regardez le nombre de députés que ce parti, ce regroupement a obtenu, à un moment donné, ça pose problème. Vous dites, est-ce que c'est l'AFDC qu'on a connu avant? Est-ce que c'est d'implantation en termes de représentativité politique a plus de députés que les autres membres de l'Union sacrée? Alors on se pose la question, est-ce que l'IDPS vraiment mérite? L'IDPS a fait plus de campagnes que d'autres partis? Ça pose problème. Je reviens sur la question d'intégrité. Quand on suit les audios qu'on avait attribués à l'époque à l'honorable Mbata, le professeur Mbata, heureusement qu'ils ont démenti plus tard, mais maintenant ça commence à susciter un questionnement. Si ces audios-là seraient vrais, et quand on regarde par exemple comment est-ce que l'AFDC a été... pas dépouillé, mais comment est-ce que l'AFDC a été minoré en termes de nombre de sièges, ça suscite quand même un débat pour savoir est-ce que l'audio là qu'on attribuait à l'époque à l'honorable Mbata n'est pas en train de produire des effets sur les partis de l'honorable Modeste Bahati Lukwebo. Ça pose un problème. Quand on regarde également l'IDPS... On a vu même le MLC qui a fortement revendiqué. Effectivement, madame, il y a le MLC, effectivement, de Jean-Pierre Bemba, qui a eu autant de députés dans la législature passée, mais quand on considère les nombres qu'ils ont aujourd'hui, on trouve qu'ils sont minorés. Donc, il y a des indicateurs, effectivement, qu'on peut appeler des indicateurs objectivement vérifiables, qui ne portent pas qui ne suscitent même pas de débats, et qui prouvent à suffisance qu'il y a eu tripatouillage dans les résultats. Et donc, il va falloir effectivement que... Pour nous, nous étions en train de dire, et nous pensons qu'il faut qu'on puisse, au niveau de la Cour constitutionnelle, nous sommes des légalistes, si à défaut de pouvoir annuler les scrutins au niveau législatif national, qu'on puisse quand même à la Cour de corriger quand même ces irrégularités, ces éléments, ces dénonciations criantes. Il est inadmissible, c'est vraiment incompréhensible qu'on arrive à ces points. Je veux revenir vers vous, Monsieur Choukouro.
corriger cela politiquement, ça sous-entendrait quoi? Si aujourd'hui, l'on devrait revenir sur cette question des législatives. Parce qu'apparemment, c'est comme si tous les partis... Je ne voudrais pas ici dire que les clauses n'ont pas été respectées. Apparemment, tout le monde est mécontent. Mécontent de quoi? Des résultats qui ne reflètent pas la réalité? Mécontent de quoi? Des clauses qui n'ont pas été respectées? On ne comprend plus rien pratiquement. Mais nous parlions ici de l'intégrité qui a été entachée, qui a été salue en quelque sorte par le fait que les vrais élus ne sont pas proclamés au profit des gens qui offrent mieux apparemment les billets verts. Et ça, ce n'est pas aider le président de la République. On peut aider le président de la République, mais pas en faisant ce que nous sommes en train de, malheureusement, de déplorer. En tout cas, ce n'est pas normal que ceux qui ont été élus ne puissent pas être proclamés. Quand même, pour l'étape qui reste, d'essayer de sortir la vraie carte de la population, de vrais élus, la population. Ça ne serait pas le repêchage là, apparemment, c'est comme si, puisque j'ai raté ici, on va m'offrir de l'autre côté. Ce ne serait pas un repêchage. Justement, c'est ce que nous demandons. Nous demandons à la CENI d'éviter de gâcher la fête pour le président de la République. Le président de la République n'a pas besoin de ce genre de forfaiture. Ce n'est pas ça aider le président de la République. Par contre, on est en train je le répète, on gâche la fête, c'est pas normal et ça doit s'arrêter. En tout cas, la Cour constitutionnelle, en toute objectivité, doit jouer son rôle. Là où on a biaisé les résultats, elle doit réhabiliter les vrais élus. Et le premier dossier, ceux de la Cour constitutionnelle, le membre de famille du bureau de la CENI et le membre de la plénière de CENI. Il faut commencer par ça. Ce n'est pas normal. Par quelle magie tous sont passés. Et des gens qu'on a vus qui n'ont jamais battu campagne. Certains sont venus de l'Europe à peine 2 mois, ici à Kinshasa, et puis du coup, élus. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. On a vu des gens à peine qu'on venait de voir. Mais curieusement, tous élus. Mais disons-le, vous les avez dans des circonscriptions électorales vous les avez compliquées, aussi compliquées comme celle de Kinshasa. Vous les avez cooptés, vous, membres de l'Union sacrée. Nous disons... Venus d'Europe, vous avez fait d'eux des ministres. Vous avez fait des membres du gouvernement. Aujourd'hui, vous voulez contester quand ils sont, par exemple, élus au niveau de Kinshasa. Je n'ai rien contre la diaspora. Il est aussi possible qu'on soit de la diaspora et qu'on vienne en posant peut-être des actions souterraines et qu'au bout de compte, on soit élu. Mais ça n'est pas le cas aujourd'hui. Il est possible qu'on soit élu tout en étant la diaspora. Mais on ne peut pas venir à peine 2 mois, personne ne vous connaît et puis du coup, candidat et puis élu. Dans des circonscriptions électorales aussi compliquées comme celle de Kinshasa. Soyons sérieux quand même. Il faudrait aussi noter cela parce qu'il y a eu aussi des soulèvements au niveau de Bikoro par exemple, où les personnes qui ont battu campagne n'ont pas été élues. Finalement, les personnes qui ont été élues, ce sont des personnes qui n'évoluent même pas sur place, qui sont en Europe. C'est des cas qui dérangent un tout petit peu parce qu'il faudrait le dire aujourd'hui. Si on va revenir sur cette question de l'opposition, dont vous faites partie, d'aucuns estiment que carrément il faudrait annuler ces élections et aller au dialogue, renégocier les choses, rediscuter les choses, question de remettre l'unité nationale. Mais écoutez, Madame Arlette, je crains peut-être qu'il ne soit aujourd'hui tard, ou peut-être trop tard, après que la Cour constitutionnelle ait rendu son arrêt sur le résultat de la présidentielle. Je crains qu'il ne soit trop tard pour certaines options politiques. Mais j'aurais aimé, parce qu'avec mon compatriote Dieudonné, souvent je l'ai toujours remarqué, il a mené les plaidoyers qu'il faut, il a dénoncé, ils ont mené les mêmes actions en termes
la recherche de l'intégrité, comme il est dit, mais nous, on parle plus. C'est ce que l'honorable Kabound avait dit, avait craigné même pour ces élections, la périodicité et la sincérité du processus électoral. Mais M. Choukourou devrait d'abord faire un mea culpa. C'est bien, parce que je trouve qu'il est face à des réalités qu'il ne peut pas supporter. Mais aujourd'hui, au nom de tous ces co-sociétaires de l'Union Sacrée, il devrait d'abord nous faire, nous deux, un mea culpa. Pour dire que nous avons cautionné un processus électoral qui était biaisé, bâclé, et qui aujourd'hui nous produit des résultats qui nous chagrinent, qui nous perturbent tous. Nous sommes tous perturbés. Nous qui refusons d'abord de reconnaître qu'il y a eu élection, l'opposition qui a pris part aux élections, qui aujourd'hui demande qu'il y ait annulation, et même l'Union Sacrée qui déjà s'est vantée d'avoir le contrôle du système politique ou carrément du jeu électoral qui devrait se jouer. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a biaisé les processus? C'est d'abord toutes les opérations qui ont eu lieu, les opérations d'enrôlement. N'avons-nous pas, en son temps, dénoncé l'enrôlement des mineurs? Les conditions dans lesquelles l'enrôlement a eu lieu. Après l'enrôlement, n'avons-nous pas dénoncé ici l'audit du fichier électoral? Parce que c'était des opérations prémices de ce qui devrait être le vote, le jour du scrutin. Vous allez dire qu'il y a des gens qui étaient visibles sur le terrain, par exemple au Bandundu, et que selon vous, ça devrait forcément être eux qui devaient être élus. Mais sur base de quelles données on pourrait définir que ceux-là ont eu plus de suffrages, ceux-là n'en ont pas eu? Parce que déjà, le fichier électoral pose problème. Nous sommes dans un pays où il y a eu processus électoral, il y a eu parodie d'élection. La CENI est incapable de donner les statistiques précises des électeurs, de bureaux de vote, de centres de vote, de dire combien de kits électoraux ont été utilisés, notamment le dispositif électronique, combien de bulletins ont été émis, combien ont été déployés. Nous sommes aujourd'hui dans l'imbroglio électoral finalement, parce que personne ne sait nous dire, ni l'organe technique qui est la CENI, ni les opérateurs politiques que nous sommes, surtout pour ceux qui ont pris part, notamment M. Choukoura, personne ne peut nous donner des précisions en termes de chiffres en ce qui concerne les données de base et ce qu'il y a eu comme expression de suffrage. Nous avons connu un simulacre d'élection. Et c'est tout un pays aujourd'hui qui est condamné, qui est placé devant l'impasse. Et nous craignons, parce que M. Dieudonné l'a dit, je l'avais dit auparavant, que cette crise post-électorale puisse s'amplifier. L'Alliance pour le changement, notre parti politique, l'honorable Jean-Marc Kabound, nous avons qualifié ces processus électoraux d'une parodie d'élection, mais nous l'avons aussi signalé comme étant conflictogène. Il y aura des conflits. Vous avez vu déjà qu'au sein de l'Union Sacrée, prenons même par l'UDPS, le parti présidentiel, il y a déjà des chasses aux sorcières, il y a des accusations tous azimuts. Prenons le parti politique membre de l'Union Sacrée, ce sont des frustrations. Il faudrait donc, nous d'ailleurs, qui ne sommes pas concernés par leur organisation, il faudrait donc que nous puissions ici attendre d'abord, en premier lieu, des mea culpa, des excuses de ceux qui ont accompagné cette parodie d'élection, et ensuite il faudrait qu'ensemble nous puissions envisager des voies de solution. Parce que vous savez, c'est un pays qu'il faut gérer. Pendant 5 ans, il y a donc, comme les années précédentes, aujourd'hui, après l'élection, les élections de 2023, il y a donc crise de légitimité. Il n'y a pas eu sincérité dans le processus. Déjà aussi, qu'on le dit ici, l'opposition qui a moins de 30, plus ou moins 30 députés, ça veut dire que la majorité, ce sera l'Union Sacrée. Les membres du gouvernement, ce sera l'Union Sacrée. Les membres de l'administration publique, les DG et autres, ce seront les gens de l'Union Sacrée. Allons, déjà, les législatives nationales nous donnent l'image de ce que va être les législatives provinciales. La crise de légitimité se trouve là. On aura la majorité des gouverneurs qui seront de l'Union Sacrée. Donc, je ne vois pas. Peu importe, Madame Arlette, je vous ai parlé d'une nouvelle crise de légitimité. Peu importe, parlons de ceux qui sont élus de l'Union Sacrée, tout comme de ceux qui sont élus de l'opposition. Aujourd'hui, il se pose un sérieux problème de leur légitimité. Parce qu'il l'a dit, vous l'avez aussi dit, que ceux qui sont élus sont étrangement connus de la base. Ça veut dire que lui, illégitime. Voilà pourquoi, au niveau de notre parti, nous avons rejeté d'abord tout le processus. Nous ne le reconnaissons pas. Et ensuite. Et la suite, c'est quoi? Il nous faudrait donc rentrer sur une voie de la raison
pour qu'il y ait d'abord reconnaissance, mea culpa comme je l'ai dit, et ensuite que le problème soit posé comme des Congolais responsables, que nous puissions envisager par quelle manière nous allons juguler la crise de légitimité et comment nous pouvons aujourd'hui légitimer ceux qui pourront peut-être de facto donc décider sur l'avenir du pays demain. Avant de revenir chez M. Mouchagalouche, je reviens quand même chez M. Chokora. Vous ne vous sentez pas un tout petit peu pris dans un piège que vous avez créé vous-même, parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui a voulu être devant Félix Tshisekedi, même ceux qui ne le voulaient pas, ils se disaient par calcul politique, on va le faire parce qu'on n'a pas le choix, puisqu'il n'a pas un adversaire de taille et sur qui on peut compter. Une fois qu'on est derrière lui, on va battre campagne, on sera sous l'aile du président de la République, il y aura des moyens, on va battre campagne et qu'on sort, et au finish, on sera dans le gouvernement. Vous ne vous sentez pas un tout petit peu pris dans ce piège de l'union sacrée? Non, du tout. Il n'y a même pas de mea culpa à faire ici. Je ne voudrais pas qu'on fasse des récupérations politiciennes ici, ou qu'on individualise les débats autour de ces processus électoraux. Ceux qui le savent bien. La majorité pour le président de la République, c'était bien dessiné. Ce que nous faisons ici, c'est d'appeler mal par son nom le membre du bureau qui ont nommé leurs membres de la famille. Ils ne l'ont pas fait pour le président de la République. Ça, c'est un détail qu'il faut retenir. Le président de la République n'avait pas besoin de ces magouilles, parce que la majorité et la population, nous disions ici que le peuple connaît ses élus. Qui peut dire que tel a élu, tel a été élu ou n'a pas été élu? La majorité parlementaire pour le président de la République était bel et bien dessinée. Donc, ces coups de la CENI, apparemment, on se rend compte qu'il donne un coup, disons, une ouverture à l'opposition, il joue les jeux de l'opposition. On n'avait pas besoin de ça. Mais non, les personnes qui ont été nommées... Parce que le président a bel et bien sa majorité. Et le peuple se retrouve en ses élus. La CENI doit tout faire. Du moins, je demande à la Cour constitutionnelle, pour ce qui concerne le législatif national, de penser ces désordres concoctés par la CENI, notamment en commençant par le membre de famille. Il faut qu'il commence par là et suivre par la suite. Il faut que le vrai élu du peuple soit proclamé, soit réhabilité par la Cour constitutionnelle. Quant à la majorité, en tout cas, ça n'a rien à voir. Nous appelons mal, parce que je ne peux pas venir sur ces plateaux de télévision, patriote que je suis, défendre ce qui s'est fait à la CENI. Non, c'est contre la morale. Et je ne le ferai pas. Voilà tout ce que nous pouvons faire. Mais mea culpa, non. Vous n'avez pas participé au processus électoral, mais assumez. Non plus, la République ne devrait pas attendre parce que Jean-Marc Kabound n'est pas partie prenante au processus électoral pour organiser les élections. On ne peut pas construire la République autour des individus. Nous passerons, chers messieurs, la République démocratique du Congo restera. Voilà ce qu'il faut retenir. Monsieur Mouchagalouche, à ce jour, comment rectifier cette question pour que, justement, par exemple, au niveau des provinciales, les résultats qui seront publiés puissent refléter réellement la vérité? Bon, au niveau provincial, j'ai doute fort ou que la population arrive à accepter les résultats. Bon, la population arrive à accepter les résultats, je crois que ça sera difficile. Je l'avais dit qu'être proclamé, c'est une chose, avoir des voix, c'est une autre chose, asseoir la légitimité, c'est toute une casse-tête. Et donc, pour l'instant, moi, ou nous, au niveau de la société civile, nous pensons effectivement qu'il y a des choses à faire. La première, celle qui serait l'idéal et qui peut essayer de calmer l'opinion, c'est d'annuler les législatives nationales dans la totalité. Parce qu'il y a effectivement des cas flagrants et ça va être difficile de pouvoir corriger dans telle circonscription et laisser dans une autre circonscription.
effectivement, comme vous venez de le dire, le cas de l'Équateur, c'est encore flagrant où nous avons vu la population aller réclamer au président d'une antenne qu'ils n'ont pas participé au vote et qu'on puisse le dire comment est-ce qu'on a pu élire les gens, les cas de Bikoro, les cas de Tuapa, les cas, je crois, un autre territoire là de l'Équateur, mais les deux là sont vraiment flagrants. Et donc, ça c'est un élément. Le deuxième élément, si par magie politique, comme les gens ont des intérêts égoïstes qui veulent voir des choses aller dans leur sens de satisfaire la boulimie individuelle, qu'on puisse arriver au niveau de la Cour constitutionnelle de corriger effectivement ces forfaitures-là, notamment en prenant des éléments à la possession ou des éléments qui ont heurté plus la sensibilité, et la documentation, elle peut bien se faire. Et à ce moment-là, il faudrait que la CENI, même si déjà la CENI a déjà fait des bêtises incommensurables qu'on ne peut même pas pardonner à cause de ce qu'on est en train de vivre, qu'elle disponibilise au moins des procès-verbaux à la Cour constitutionnelle pour dire si la CENI a eu effectivement une pression terrible. Si les membres d'aujourd'hui, l'histoire les rattrape, il y a des députés nommés. Kadimaki disait non, tout va se passer très bien, bureau de vote par bureau de vote. On n'a pas vu ça. Donc c'est dommage, nous avions eu à dénoncer tous ces aspects-là, tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Malheureusement, l'histoire nous rattrape par rapport à ça. Et donc il va falloir, si on n'arrive pas à annuler les législatives nationales dans la totalité, dans la globalité, que la Cour constitutionnelle effectivement arrive à corriger cela. Et comme nous savons dans la législature passée, je crois, la Cour constitutionnelle avait à traiter 50 ou 52 cas comme ça, on espère qu'au moins on arrive quand même à donner la possibilité à ceux qui ont été effectivement élus de pouvoir être proclamés ou de jouir de leur légitimité au niveau de l'Assemblée nationale, et qu'on arrive même à invalider, même ça, si on invalide ça, puisqu'il y a quand même des cas flagrants, comme vient de le dire, sous cours des cas criants vraiment que vous voyez, celui-ci n'a pas battu campagne, par quelle magie il pouvait être élu, celui-ci a été attrapé avec des machines à voter, malheureusement il est proclamé élu. Nous avons vu des images où on trouve des procès-verbaux dans des bureaux de certaines hautes personnalités. On ne peut pas comprendre par quelle magie finalement la CENI est arrivée à donner les voix à ces gens-là. Que la CENI prouve à la face du monde ce qu'on peut demander en disponibilisant les procès-verbaux de chaque circonscription électorale telle que les prévoit la loi au niveau des institutions ou au niveau des instances juridiques de chaque scrutin, présidentielle, législative, nationale et provinciale, pour que finalement la justice puisse se servir de ces cas-là pour réhabiliter ceux qui doivent être réhabilités. Malheureusement, la CENI, dans ses forfaitures et dans sa perdition, elle n'a pas si rentabilisé cela. Ce qui fait qu'à un moment donné, vous trouverez qu'il n'y a pas de procès-verbaux dans certains bureaux de vote. Alors comment est-ce que ça va arriver? C'est ça la conséquence. Donc, la CENI, et malheureusement, je commence finalement à croire que tout a été planifié par la CENI. Vous venez de parler d'ICEI. La CENI n'a pas fait la vulgarisation. Je l'avais dit ici, deux éléments. J'avais dit que l'âme de la réussite des élections ou du processus électoral se trouve dans la confiance. Malheureusement, cette confiance, on ne peut l'obtenir que par la transparence. Mais dira tous les processus de la CENI a été dans l'opacité. La question d'ICEI, on n'a pas su expliquer ça et aux compétiteurs et aux électeurs. Si on avait expliqué ça bien avant que non, vous pouvez avoir autant de voix, mais si votre parti n'a pas atteint l'essai, peut-être que les gens seraient dans la prédisposition d'accepter les résultats. Mais malheureusement, le leadership de la CENI a brisé totalement et la sensibilisation et l'éducation civique électorale. Aujourd'hui, elle est rattrapée par elle-même. Kadima est rattrapé par tout ce qu'il a commis comme forfaiture. Et donc, si on avait tenu compte de ces deux aspects-là, vous avez vu les élections passer, tellement qu'on avait préparé la population, on a accepté les résultats, et il n'y a pas eu beaucoup de cas, mais Kadima a planifié tout ça. Aujourd'hui, nous avions dit, à l'époque, autant de bureaux qu'on devrait avoir. J'avais dénoncé qu'au lieu de 73 000 bureaux de vote, on devrait avoir 64 000 bureaux de vote. Et quand j'avais alerté qu'il y aura 10 000 bureaux de vote qui seront flottants, et ce qu'on a vu, il y a eu des bureaux de vote portables, des bureaux de vote qu'on a trouvés à la maison, il y a eu des bureaux de vote qu'on a trouvés dans des voitures où les gens sont en train de voter enfermés dans un hôtel. Et finalement, Kadima lui-même va reconnaître qu'on a dépouillé que 64 000 bureaux de vote.
Voilà comment l'histoire arrive à confondre les gens. Mais j'avais dit qu'il y avait eu 8 millions de bulletins de vote, 7 millions de bulletins de vote qui ne devraient pas être commandés. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc, on a eu autant de bulletins de vote qu'on a remis aux gens sans que les bureaux de vote officiels ou formels puissent être informés. Lorsque j'avais dit même dans les recrutements, vous savez pourquoi il y a eu beaucoup de tripatouillage? C'est effectivement parce que la CENI n'a pas tenu compte de la base de données qui existait bien avant. La base de données qui existait bien avant, on prenait des enseignants, des directeurs d'école primaire comme membres de bureaux de vote ou comme chef de centre. Mais la CENI a recruté en dehors du circuit normal. On a pris des militants des partis politiques. Je ne veux pas citer des partis politiques pour ne pas m'attirer la foudre des adeptes de l'église de l'intolérance. Mais un enseignant qui sait que moi je suis ici comme enseignant, mais on m'a pris comme membre du bureau de vote, il s'éviterait de faire du tripatouillage ou du trafic d'influence. Mais quelqu'un comprend un militant d'un parti politique, il sait que bon, comme l'élection, on a une occasion, il fait ce qu'il veut, il n'y a aucun mécanisme contraignant pour pouvoir les surveiller. Et ça, c'est le départ de la CENI qui a fait ça. On a alerté sur tout ça, mais personne ne voulait nous comprendre. Je suis très content que Choukour quand même puisse le dire. J'avais dit ici que Seni est bien ici plat à Mokonzi. Atieni Mokonzi poto nabilo koyakolia. Et donc aujourd'hui le président de la République a gagné les élections. Il a été proclamé par la Cour. La CENI est confirmée par la Cour constitutionnelle. Nous comme légalistes, comme acteurs de la société civile, ça ne fait plus débat. On accepte, on prend ça, mais il va être difficile d'asseoir sa légitimité. Il va être difficile qu'il puisse jouir effectivement du fruit, des délices de son élection. Et malheureusement, les élections actuelles ont fait des victimes bien avant, comme l'honorable Jean-Marc Kaboun, effectivement, qui avait alerté déjà, parce qu'il il faut le féliciter, là où il se trouve en prison, je crois qu'il doit être réconforté comme patriote, parce qu'il savait qu'il y a un mauvais plat qui était préparé. Il était à l'intérieur. Alors il a dit non, je ne peux pas quand même assumer sur ma conscience ce qui va arriver au pays. Jean-Marc Kaboun a eu l'occasion, le courage, l'opportunité de pouvoir l'alerter. Je crois que c'est un homme à féliciter. Si on l'avait écouté, on n'arriverait pas là où on est. Mais aujourd'hui, qui va revendiquer? Qui? Parce que si on regarde les résultats, la majorité c'est l'union sacrée. Et l'union sacrée ne peut pas en même temps être dedans et se mettre à revendiquer, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, l'encens également, même si elle revendique l'union sacrée, elle est limitée. Elle est carrément limitée. On sent que, bon, on se dit, on le fait, mais bon, on attend encore les provinciales, peut-être que... qui va réclamer finalement la population? Alors c'est vrai, elle se plaint, mais... c'est les politiques qui prennent les choses à bras le corps. C'est la société civile, c'est l'opposition aujourd'hui qui est minoritaire. Qui va réclamer? Vous avez, Madame Arlette, j'apprécie le fait qu'on fasse le tour de table, mais il faudrait qu'on puisse, comme je dis, parvenir à une intellection. Les analyses, les rappels, mais pour quel résultat en termes de débat? Ça fait débat, c'est un processus électoral opaque, des résultats aujourd'hui contestés de tous bords. Mais comme je l'ai dit, on ne peut pas ici charger uniquement la CENI. C'est bien que Dieudonné les démontre au travers toutes les dénonciations faites en termes d'irrégularité dans les opérations, à chaque échéance. Les choses n'ont pas été faites à la traditionnelle ou surtout de la manière à plus rassurer les acteurs et les électeurs. Mais cependant, le coup d'État électoral, comme nous l'appelons, ne profite pas à la CENI. Bien sûr que M. Choukoura indexe, M. Choukourou, excusez-moi, indexe moins d'une dizaine de membres du bureau de la CENI ou de la plénière, tels que lui, il les a certainement ciblés, indexés. Mais est-ce que c'est à cette dizaine-là qui profite ces coups d'État électoraux? Non. Parce que, comme nous le reconnaissons, l'honorable Kaboun a dit qu'il y avait des gens, il y avait des sbires dans le régime actuel qui s'étaient déjà définis comme étant des agents du tripatouillage électoral, des agents de la fraude. Ils ont peaufiné leur plan. Et c'est contre ces projets macabres que l'honorable Kaboun s'était insurgé. Et il a même dit, au travers de son point de presse, qu'il a pris le temps, il a pris le soin d'aller en alerter le chef de l'État pour dire, voilà, nous avons lutté autant d'années pour telle valeur, mais pas pour ça. Alors, comme ces gens-là sont tellement malins, ils ont tout fait
pour mettre en méfiance l'honorable Kabound qui était contre eux et les chefs de l'État. Et les résultats, nous le connaissons, c'est qu'il y a eu, dans le procès de Jean-Marc Kabound, on a plus mis en avant l'infraction outrage du chef de l'État. Et on dit propagation de faux bruits. Et ce qu'on appelait faux bruits, c'était quoi? Les avertissements, les dénonciations de ces projets macabres, qui devraient d'ailleurs sauver l'image du chef de l'État, comme le veut cher monsieur Choukourou. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut que nous puissions parvenir à dire qu'il y a des bénéficiaires de ces tripatouillages électoraux. Ce n'est pas forcément la CENI. Oui, la CENI a été un instrument aux mains ou sous contrôle de ces personnalités parce que, s'assurant de détenir les rênes du pays. Mais il y a des bénéficiaires au sein de l'Union sacrée, par exemple. On peut observer, voir quel est ce parti politique qui a 10 députés. Quel est celui-là qui en a 15, qui en a 20. Mais cette formation politique a été créée quand? Mais nous avons donné à parler de l'ancrage populaire. Quel est l'ancrage populaire? Vous comprendrez qu'il n'y a pas besoin d'être érudit. Si vous comprenez que tout est clair. Si vous prenez ici les membres du Présidium, au-delà des partis et regroupements officiels, ils ont d'autres partis et regroupements qui ne sont pas connus du grand public que c'est des tels. Mais il y en a. Et cela faisait partie maintenant, je me dis, si l'on réclame, par exemple, on prend des exemples, pour l'Union sacrée, pardon, pour l'UNC, puisque vous êtes là, on réclame par exemple que l'UNC devrait avoir un quota de tel. Mais entre-temps, au-delà de l'UNC, qui est connu, M. Kamere, par exemple, a un autre regroupement politique qui n'est pas connu. Ce cas se retrouve dans ce processus où vous avez X qui a son regroupement le plus grand qui est connu et un petit regroupement qui n'est pas connu, mais qui a aussi des députés. Alors, je me pose la question. Quand on réclame quoi exactement? On veut faire comprendre à la population quoi? Parce que si on devrait suivre les partis, les présidents des partis et regroupements politiques et autorités morales, l'on verra que chacun, même ceux de l'UDPS, ont des regroupements. Il est membre de l'UDPS, mais il a son regroupement aussi qui a des députés. Il est membre de l'UNC, mais il a un regroupement qui a des députés. Finalement, cette machine profite à qui? Ces élections profitent à qui réellement? Non, non. Je crois qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Dans le cadre de stratégie électorale, je confirme ici qu'il y a des partis qui méritent les nombres de députés qu'ils ont, et peut-être qu'ils auraient même plus. Dans le cas des stratégies électorales, moi, par exemple, je peux être UNC, je connais mes forces et mes faiblesses, je sais que je ne suis pas représenté dans sur cette partie du territoire, je vais prendre un parti qui est bien représenté, nous faisons un regroupement, et ainsi de suite. Vous voyez, ça c'est des stratégies électorales. Et facilement, on peut avoir des élus presque partout à cause de cela. Exactement. Maintenant, ici, nous parlons des élus qui ont été élus, mais qui, à la grande surprise de tout le monde, ne sont pas proclamés, mais c'est des gens qui n'ont jamais battu campagne. Mais le président Kadima parle, quand il parlait de Louvounous, qu'il n'y aura pas de nomination des gens, mais il y a quand même une certaine contradiction. Je répète en disant que le chef de l'État n'avait pas besoin de ça, parce que déjà, la majorité s'était dessinée avec les castings qu'il avait autour de lui. Même si, effectivement, il y a certains véreux qui ont utilisé le moyen détourné, les moyens illégaux pour arriver à cette quête-là. Mais on pouvait, dans une certaine mesure, le détecter. Mais avec ce qui s'est fait au niveau de la CENI, je ne veux pas poser la question à qui profitent ces crimes, mais il y a au fait... disons, tout le monde, je me rends compte qu'il y a deux véreux. D'abord au niveau de la CENI,
qui courent derrière des intérêts personnels. C'est pas au niveau des partis politiques, au niveau des regroupements politiques. Parce que je reviens quand même sur cette question des partis et regroupements politiques. Vous pouvez être dans un parti ou un regroupement politique où votre autorité morale, par exemple, il a aussi un autre regroupement, mais c'est ces regroupements-là qui a pris vos voix. À l'Union Sacrée, je ne connais pas une seule réunion où on a appelé les sociétés en disant, parmi nos stratégies électorales, nous aurons des dispositifs électoraux appelés DEV. Je ne connais pas une telle réunion. Sinon, pourquoi justement de partis du regroupement de l'Union Sacrée sont aussi surpris, comme tout le monde, que tel ou tel avait un dispositif électoral appelé machine à voter chez lui à la maison. Donc, ces deux cas indexés à des individus, en tout cas pas à l'Union Sacrée. C'est pourquoi je dis que le président de la République n'avait pas besoin de telles magouilles parce qu'il avait déjà une majorité parlementaire décidée. Et donc, je pense que ceux qui ont recouru à ce moyen n'ont pas aidé les chefs de l'État, ils l'ont détruit. Et je crois que c'est ce genre de dérapage. Et pour la nation, quel sera l'aboutissement heureux? En tout cas, l'aboutissement est là. La Cour constitutionnelle, je crois que la Cour constitutionnelle devra corriger ces dérapages. Oui, bon, personnellement, bravo Arlette, je suis en train de découvrir de plus en plus que vous avez des punch politiques parce que, en disant déjà de la reconfiguration politique au niveau de l'Assemblée, je voulais dire ça, mais vous m'avez anticipé parce que finalement, comme l'IDP s'est arrogé les prérogatives d'avoir une centaine de députés, qu'est-ce qui va se faire? Je suis tenté de croire qu'à l'Union Sacrée, les autres risquent de faire une alliance, effectivement, entre les différents partis, comme vous venez de le dire. C'est-à-dire, vous trouverez l'INC qui a d'autres regroupements, vous trouverez l'AFDC. Alors, à ce moment, je crois qu'ils vont faire un bloc. Ils vont minoriser l'IDPS. Les politiciens ne sont pas des enfants de bon cœur. Comme ils savent que l'IDPS les a dribblés, eux aussi vont dribbler l'IDPS. L'IDPS a à peu près 100 députés au niveau de l'Assemblée nationale. Maintenant, les autres regroupements du présidium, comme vous l'avez dit, ils vont faire une autre plateforme, une super plateforme. Mosaïque. Voilà, ils vont dire non, l'AFDC, l'INC, je crois les partis, le regroupement de Julien Paloukou, l'autre regroupement, ils vont se réunir ensemble pour faire finalement un bloc commun et isoler l'IDPS. Je suis tenté de croire que ça va arriver. Alors, on aura l'IDPS avec ses 100 députés, les autres là vont constituer une autre mosaïque, et il y a l'opposition qui est déjà mal partie, qu'on a minorisée. Donc, voilà comment ça va se faire. Et malheureusement, quand ça va se faire, comme on est en train de le dire, ça ne va pas aider le président de la République. Et ça va avoir la conséquence parce que, finalement, cette cohésion va être brisée et au niveau de la législature et au niveau de la population. Donc, il n'y aura pas une cohésion dans la gouvernance politique de l'Union Sacrée. Est-ce que nous ne sommes pas dans la case de part FCC Cash, sous une autre forme? Effectivement, sous une autre forme, c'est ce qui va arriver. Et malheureusement aussi au niveau de la population, cette cohésion ne va pas être là. Et ça va détruire l'image du pays. Ça va avoir des conséquences néfastes parce que si on n'a pas une cohésion interne, donc on prête le flanc à ceux qui peuvent attaquer notre pays et en interne et à l'externe. Et donc ceux qui sont dans des schémas autres que des schémas républicains, ceux qui sont dans des ambitions autres que par des voies des urnes, ils vont trouver l'occasion de pouvoir les extérioriser. Surtout que cette cohésion est déjà brisée en interne. Lorsqu'on voit quand même ce qui se passe par rapport à l'intolérance politique, par rapport à tout ce qu'on est en train de faire subir aux différents hommes politiques, comme on l'avait vécu avec tout ce qu'il y a eu comme intimidation autour d'un candidat, pour ne pas le citer, Moïse Katumbi, où on voit des véhicules blindés. Fort heureusement que les gouverneurs et les gens ont dénoncé que c'était un incident malheureux, mais il faut quand même condamner des pratiques archaïques pareilles qui relèvent de la dictature primitive. Et donc, c'est l'image du pays qui est en train d'être détériorée. Et malheureusement, ce qui fait encore mal, Maman Arlette, c'est qu'on a dépensé plus d'1 milliard de dollars dans ce processus. Et dans ces dépenses-là, d'1 milliard de dollars, vous imaginez combien d'hôpitaux on allait construire, vous imaginez combien de ponts, combien de kilomètres de routes on allait réhabiliter. Et encore, comme si cela ne suffisait pas,
la CENI, dans ce budget, n'est pas en mesure de justifier, selon un rapport que nous avons lu, 400 millions de dollars. La CENI s'est donné le courage ou le luxe de justifier peut-être 800 millions de dollars seulement en faisant des surfacturations où vous trouvez, elle dit qu'elle a acheté, je crois, 30 ou 40 000 groupes électrogènes avec un groupe électrogène au prix de 16 000 $, des groupes électrogènes qu'on n'a pas vus sur le terrain. Donc, avec une surfacturation pareille, on parle de 36 véhicules pick-up qui ont été détournés par la CENI, mais 400 millions de dollars que la CENI n'est pas en mesure de justifier par le leadership actuel de Kadim. Et tout ça, on laisse passer, on a un processus bâclé, on a fait le bradage des îles. Quelle serait la solution? Nous sommes arrivés à la fin parce que justement, il faudrait arriver à donner des pistes de solutions. On ne va pas que débattre, mais aussi faire des propositions pour permettre justement... Permettez, Arlette, je prends 2 minutes, je laisse la parole au collègue. Une minute. Une minute. Je souscris à la proposition de mon compatriote, c'est-à-dire il faut qu'on annule la solution, annuler les législatives nationales. Deuxième solution, je pèse les mots, créer la cohésion nationale et le président de la République est en mesure de puiser dans sa sagesse pour finalement regrouper, essayer d'abaisser la tension. Sinon, on est en train d'aller dans une gouffre où on ne saura pas s'en sortir. Monsieur Ghislain. Oui, je salue d'abord la sportivité avec laquelle nous avons échangé. Je crois que le processus électoral est bâclé, c'est l'ensemble de Dieudonné Mouchagaloucha. Il ne s'agit pas de législative. S'il faudrait dire, il faudrait qu'on annule l'ensemble du processus électoral. Il n'y a pas eu élection, c'était une parodie d'élection. Étant donné qu'aujourd'hui, il y a des étapes déjà suffisamment dépassées pour la présidentielle, donc avec la Cour constitutionnelle et consorts, là, alors nous pouvons nuancer. Mais pour l'annulation, il s'agit de tout le processus. En ce qui concerne les législatives nationales, provinciales et les élections municipales, il faut les annuler. Je vous ai dit que c'est un processus pour lequel nous avons relevé plusieurs irrégularités, mais également des illégalités. Des difformités autant sur le plan des techniques électorales que des principes démocratiques. Et aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est donc retrouver l'esprit de l'unité nationale, de la cohésion nationale, l'esprit de la confiance mutuelle entre les acteurs politiques congolais et même l'ensemble de notre peuple, pour que nous puissions parvenir à des consensus. On doit trouver un consensus large. Nous disons qu'il n'est pas tard, surtout pour retrouver la voie de la raison. Nous avons appelé à la recherche de ce consensus à la veille des élections. Les gens ont pensé que nous, on souhaiterait à tout prix un dialogue pour échapper aux élections. Non, nous savions qu'il n'y aura pas élection, nous savions qu'il y aura parodie électorale. Mais comme tous nous sommes d'accord que c'était un simulacre et qu'à ce niveau ici, il est tout à fait opportun et surtout du devoir du chef de l'État, commençons par lui, et de tous les autres acteurs importants de notre pays, de songer à ce qu'il faut qu'on puisse retrouver une voie de la raison, une voie de la cohésion nationale, de l'unité, mais surtout, il faut réparer le mal qui a été consommé dans ce pays pour condamner un opérateur politique qui a pris le courage de dénoncer avant tout le monde ces complots que tout le monde aujourd'hui a découverts. Il n'y a pas eu d'outrage, il y a eu des vérités. Mais comme cela s'avère vrai, aujourd'hui, j'aimerais que, en toute sincérité, même si Choukourou refuserait un mea culpa, mais les autres devraient tous l'accepter, mais même lui forcément devrait l'accepter, il faudrait que le mea culpa soit fait au niveau de la nation, il faudrait qu'on se réconcilie, mais il faudrait qu'on corrige ces mal en libérant, sans condition, l'honorable Jean-Marc Kabound, et surtout en acceptant que c'était un homme qui a éclairé une nation, qui aujourd'hui on a assombri par un conglomérat des aventuriers politiques, et surtout qui ont instrumentalisé la CENI et d'autres organes à accomplir des actes qu'aujourd'hui tout le monde accepte que ce sont des actes illégaux, ce sont des actes antidémocratiques. Monsieur Choukour, on termine par vous. 2 ou 3 propositions à faire. 1. Je réitère ma demande à la Cour constitutionnelle de réparer les irrégularités et sans complaisance. 2. Que le président de la République maintienne l'élan de cette équipe qui a permis à ce qu'il puisse isoler toute le pensée de politique envoyée par les ennemis de la République et qui a eu raison en obtenant la victoire. Il faut maintenir cette équipe parce que 2028 en dépend. Vous veniez d'évoquer ici
les bis repetita du FCC PPRD, il faudrait que l'UDPS apprenne l'histoire récente. Il faudrait que l'UDPS évite de tout contrôler. Chadar, il n'est pas mort, le FCC est là et Kabila est vivant. Si on veut avoir un Félix Tshisekedi comme le Kabila aujourd'hui, qu'on aille dans cette logique-là. Ça veut dire, ça c'est la deuxième proposition. Troisième, le président de la République doit user de tout ce qui est à son pouvoir, et de son pouvoir d'ailleurs, de nommer un Premier ministre qui va souder, qui va penser, qui va mettre ensemble cette équipe, parce que c'est cette équipe qui nous permettra de bien franchir le cap de 2028 et même après. Parce que ce qu'il est en train de faire, si il le fait pendant les 5 ans, l'Union sacrée ne continue pas à gérer, nous risquons de rechuter parce que les mêmes ennemis vont se servir de mêmes personnes que vous connaissez pour nous faire retourner en Égypte. Et donc, il faut qu'il mette en place, qu'il nomme un Premier ministre qui sera un rassembleur, et je ne vois pas une autre personne. Je sais bien ce que j'ai dit, c'est Vital Kamerhe. Monsieur Choukourou, je vous dis grand merci. Je rappelle que vous êtes analyste politique proche de l'UNC. Il y a également monsieur Ghislain Moigny. Moingé, voilà. Moingé, porte-parole du parti Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound, mais également monsieur Dieudonné Mouchel-Loucha, qui est président du panel des experts de la société civile. Je le disais au début, ça fait débat. Oui, nous parlons des questions d'actualité des débats républicains, justement pour permettre à la population, encore politique, de trouver des solutions et de mieux avancer pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. C'était ça fait débat avec vous, aimables téléspectateurs. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir.